Enterrez la bûche et la plaque de cuivre dans le même trou. Arrosez une seule fois et partez. Après quelques semaines, le bois commencera à absorber l'humidité de partout comme une éponge. Les bactéries s'attaquent au bois en décomposition et libèrent des électrons directement dans le sol. Le cuivre réagira avec les minéraux et créera une tension permanente sous terre. Les racines pousseront vers la source de courant. Les nutriments bloqués dans le sol seront libérés et mis à la disposition des plantes. Le système fonctionnera pendant des années sans pile, sans engrais ni factures d'électricité. Cette science est documentée depuis 1841. L'ancienne civilisation amazonienne a créé un sol qui porte des fruits pendant 2000 ans, sans produits chimiques. Au plus profond de la forêt amazonienne, des scientifiques ont découvert des parcelles de terre aussi noires que de l'encre. Les habitants l'appellent Terra de Indio, la terre noire des Indiens. Ce sol ne devrait pas exister dans la nature. Le sol naturel de l'Amazonie est mince, acide et pauvre en nutriments. La chaleur tropicale décompose la matière organique si rapidement que rien ne s'accumule. Il est presque impossible de cultiver pendant plus d'une saison. Pourtant, ici, au milieu des terres lassades et des terres les moins arables de la planète, se trouvent des parcelles si fertiles qu'elles produisent des récoltes depuis plus de 2000 ans. La couche fertile atteint 2 mètres de profondeur. Elle contient 3 à 18 fois plus de carbone que le sol forestier environnant. Les villageois extraient encore ce sol et le vendent comme terreau de première qualité sur les marchés brésiliens. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu pour savoir si ce phénomène était naturel ou artificiel. Les archéologues ont ensuite trouvé des tessons de poterie, des arêtes de poissons et des traces indéniables de charbon de bois produits délibérément dans tout le sol. Les indigènes d'Amazonie l'ont créé spécifiquement. Ils chauffaient du bois dans des fosses à faible teneur en oxygène, chassant les huiles volatiles et produisant du charbon de bois. Non pas de la cendre, mais du charbon. Une substance stable, poreuse et riche en carbone, que nous appelons aujourd'hui biochar. En Allemagne et en Europe de l'Est, les agriculteurs enterrent du bois sous leurs plates-bandes depuis des siècles. Ils appelaient cela la Hügelkultur, ce qui se traduit par culture sur botte. La technique a été popularisée par l'agriculteur autrichien Seb Höhler, qui a construit de telles buttes sur les sommets alpins, là où la plupart des gens considéraient l'agriculture comme impossible. Mais la pratique elle-même est beaucoup plus ancienne. Les agriculteurs de toute l'Europe centrale et orientale font cela depuis des générations sans nom ni instruction, simplement par l'observation. Enterrez le bois et voyez ce qui pousse. La méthode est simple au point d'en être géniale. Creusez une tranchée ou empilez les bûches sur le sol. Placez des branches, des feuilles et du compost par-dessus. Recouvrez le tout de terre et plantez directement dedans. Les buttes peuvent être construites avec une hauteur de 60 cm à 2 mètres. Note importante concernant le choix du bois. Utilisez des bois durs non traités, des arbres fruitiers, de l'érable, du chêne, du bouleau ou de l'aulne. N'utilisez jamais de bois d'œuvre traité sous pression, qui contient des composés d'arsenic et de cuivre empoisonnant le sol. Évitez le bois peint ou verni pour la même raison. Tenez-vous à l'écart du noyer noir, qui produit une substance chimique appelée juglone, tuant la plupart des plantes de jardin. Le cèdre et le séquoia se décomposent extrêmement lentement et peuvent ralentir l'ensemble du processus. Le bois enterré commence à se décomposer et absorbe l'eau comme une éponge. Une seule bûche enterrée peut retenir plusieurs fois son propre poids en meur. En période de sécheresse, cette humidité stockée s'infiltre à nouveau dans le sol environnant, gardant les racines hydratées sans une seule goutte provenant du tuyau d'arrosage. Plus la masse de bois est importante, plus elle stocke d'air.
Les jardiniers expérimentés qui construisent leur butte suffisamment haut rapportent qu'après la deuxième année, ils cessent complètement d'avoir besoin d'arroser. Imaginez ce que cela signifie. Un potager qui s'arrose tout seul en utilisant uniquement l'eau de pluie stockée. Pas de système de goutte à goutte, pas de minuterie, pas de facture d'eau. Juste du bois, de la gravité et de la patience. Dans les climats arides comme le sud de la Californie, les jardiniers utilisent la technique inverse, enterrant le bois sous terre au lieu de l'élever, avec les mêmes résultats. Mais l'humidité n'est qu'un début. Le processus de décomposition génère de la chaleur. Des milliards de micro-organismes travaillant à l'intérieur du bois en décomposition produisent de l'énergie thermique comme sous-produit de la digestion. La température à l'intérieur d'une butte de hugalculture en décomposition peut être de plusieurs degrés supérieure à celle du sol environnant. La saison de plantation commence des semaines plus tôt, parce que le sol se réchauffe depuis la surface. Les cultures sensibles au gel survivent plus longtemps à l'automne. En 2024, une équipe de l'Université Northwestern a publié des recherches sur un dispositif qu'ils ont appelé une pile à combustible debout. Il avait environ la taille d'un livre de poche et fonctionnait en collectant les électrons libérés par les bactéries alors qu'elles digéraient la matière organique dans le sol. Les mêmes types de bactéries qui colonisent votre bois enterré. Le même processus de décomposition qui alimente chaque butte de hugalculture jamais construite. Les chercheurs l'ont testé dans des conditions humides et sèches. Cela a fonctionné dans les deux cas et les chiffres étaient stupéfiants. La pile à combustible a généré 68 fois plus d'énergie que ce qui était nécessaire pour faire fonctionner les capteurs intégrés et la transmission de données sans fil. L'ingénieur en chef a déclaré que tant qu'il y a du carbone organique dans le sol pour la décomposition microbienne, la pile à combustible pourrait potentiellement durer éternellement. Les piles à combustible microbiennes de sol existent depuis plus d'un siècle. La première a été présentée en 1911, mais l'équipe de l'Université Northwestern a été la première à la faire fonctionner de manière fiable dans des conditions réelles. Relisez ce résultat. Tant qu'il y a du carbone organique dans le sol, qu'est-ce qu'une bûche enterrée? Du carbone organique. Que font les bactéries lorsqu'elles le décomposent? Des électrons sont libérés. Votre bois enterré ne se contente pas de retenir l'eau et de générer de la chaleur. Il génère également un courant électrique grâce à l'activité microbienne. En 1841, un horloger écossais nommé Alexander Bain a pris une plaque de zinc et une plaque de cuivre, les a enterrés à environ 1 mètre de distance dans un sol humide et les a reliés par un fil. Le sol a produit environ 1 volt de courant continu. Le zinc est plus réactif que le cuivre. Lorsque les deux métaux sont dans un environnement contenant des ions dissous, le zinc commence à perdre des électrons. Ces électrons cherchent à atteindre le cuivre. Si deux plaques sont reliées par un fil au-dessus du sol, les électrons empruntent le chemin le plus facile, circulant à travers le fil et produisant un courant utile. Sous terre, le sol humide transfère les ions chargés entre les plaques, complétant ainsi un circuit. Le sol ne se contente pas de maintenir les métaux en place. C'est un participant actif à la réaction. Chaque minéral dissous, chaque trace de sel, chaque acide organique présent dans la nappe phréatique devient une partie de l'électrolyte. Bain a utilisé ce courant pour alimenter la première horloge électrique au monde. Son brevet britannique numéro 8763 en couvre tous les détails. L'appareil a fonctionné pendant des mois sans remontage, sans ravitaillement, sans entretien. Seulement un courant silencieux tiré de la chimie de la Terre sous ses pieds. En quelques années, les compagnies de télégraphe de toute la Grande-Bretagne ont adopté le même principe. Elles ont enterré des plaques de cuivre et de zinc sous les stations de relais et utilisé le sol comme conducteur de retour pour les signaux électriques.
La méthode de mise à la terre a réduit de moitié le coût de pose des fils télégraphiques en diminuant la quantité de cuivre nécessaire. Des stations, le long du chemin de fer Edinburgh-Glasgow, fonctionnaient grâce au courant tiré du sol. Des ingénieurs ont documenté que l'alignement des plaques nord-sud avec les courants telluriques naturels de la Terre augmente la puissance. Enfoncer la plaque de zinc plus profondément que la plaque de cuivre augmentait encore la tension. Le sol humide fonctionnait le mieux. Le sol sec coupait le courant. Mais quand les conditions étaient favorables, ces batteries terrestres fonctionnaient pendant des mois sans surveillance. La Terre débordait d'électricité et les ingénieurs victoriens l'utilisaient discrètement pour connecter l'Empire. Mais voici le détail qui était censé lancer la révolution agricole et qui ne l'a jamais fait. Les opérateurs de télégraphe et les agriculteurs locaux ont remarqué que l'herbe poussant directement au-dessus des plaques enterrées était différente. Plus sombre, plus épaisse, plus haute, et pas seulement un peu. Si remarquable qu'on pouvait l'apercevoir de loin. Le chef de gare du Yorkshire a montré une bande verte luxuriante, courant tout droit le long de la ligne de retour enterrée. L'herbe de chaque côté était ordinaire et pâle, mais au-dessus du cuivre et du zinc, la végétation semblait appartenir à un climat différent. Un gardien dans l'Essex plaisantait en disant que l'herbe sait où se trouvent les fils. Le schéma s'est répété dans toute l'Angleterre et l'Écosse, le long des remblais boueux et des routes de campagne, partout où le courant circulait entre deux métaux enterrés. Personne n'a publié d'article. Personne n'a envoyé de chercheurs. Un agriculteur du Kentucky, nommé Stubblefield, a poussé la batterie terrestre plus loin que quiconque n'aurait pu l'imaginer. En 1898, il a breveté une bobine électrolytique faite de fils de cuivre et de fer enroulés autour d'un noyau. De fer et enterré dans un sol humide. Le bureau des brevets l'a appelé une batterie. Stubblefield l'appelait un récepteur, insistant sur le fait que l'appareil interceptait l'énergie électrique circulant déjà à travers la Terre. Il a utilisé le courant pour alimenter des lampes à arc sur sa ferme, qui brûlaient 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Son fils, Bernard, a témoigné que les lampes étaient accrochées aux arbres avec des bobines enterrées près des racines et qu'elles ne s'éteignaient jamais. Les voisins pouvaient voir la lueur depuis la route. Il n'y avait pas de fils. La ferme de Stubblefield se trouvait à de nombreux kilomètres du réseau électrique le plus proche. Il a également utilisé le courant pour transmettre la voix humaine sans fil à travers la Terre. La veille de Noël 1901, un groupe d'enfants dans sa maison a entendu le Père Noël parler à travers un récepteur sans fil et sans source d'alimentation conventionnelle. Pensez à l'année dont il s'agit. Marconi n'enverrait pas un simple clic à travers l'Atlantique avant décembre de cette année-là. Stubblefield transmettait déjà la parole humaine pure. 1000 résidents de Murray, dans le Kentucky, ont assisté à une démonstration publique sur la place de la ville. Il l'a présentée à Washington sur le fleuve Potomac. Vous avez 3 technologies, chacune découverte indépendamment, chacune documentée, chacune enfouie dans l'histoire. Le bois qui retient l'eau génère de la chaleur et alimente un courant électrique vivant par décomposition microbienne. Le charbon de bois, qui réorganise la chimie du sol, attire et retient les nutriments avec une charge électrique et dure des siècles sans se décomposer. Le cuivre et le zinc, qui créent une tension galvanique constante, mobilisent les nutriments verrouillés par électrolyse et attirent les racines vers le courant par une réaction biologique documentée appelée électrotropisme. 3 systèmes, 3 formes d'énergie, tous enterrés, tous gratuits. L'idée cruciale est que le cas, c'est qu'ils ne sont pas seulement compatibles, ils sont synergiques. Chacun permet aux 2 autres de mieux fonctionner. Le biochar augmente la conductivité électrique du sol, ce qui améliore la réaction galvanique. Le courant galvanique mobilise les nutriments que le biochar capte et retient,
Le bois en décomposition apporte du carbone organique aux microbes qui génèrent de l'électricité biologique et offre à ces microbes un habitat permanent. L'eau stockée dans le bois maintient le sol humide, ce qui permet à la cellule voltaïque et à la pile à combustible microbienne de continuer à fonctionner. Retirez n'importe quel élément. Le système fonctionne. Combinez les trois et vous obtenez quelque chose qui se renforce avec le temps au lieu de s'épuiser. La chronologie raconte l'histoire. Fritz Haber et Karl Bosch ont maîtrisé la production industrielle d'ammoniac en 1909. En 1913, la première usine fonctionnait en Allemagne, ce qui nécessitait autrefois des années de rotation des cultures ou des tonnes de fumier pouvait désormais être livré dans un sac de cristaux blancs. Les agriculteurs américains ont dépensé 300 millions de dollars en engrais synthétiques en 1945. En 1975, ce chiffre dépassait les 3 milliards, une multiplication par 10 en une génération. Le modèle économique était élégant et brutal. Les engrais s'épuisent, vous en rachetez au printemps suivant. Chaque acre s'apacre, chaque saison est un nouveau compte. Une solution permanente enterrée dans le sol, un coût unique sans revenu récurrent, n'avait pas sa place dans cette économie. Ce n'est pas que les batteries terrestres et le biochar aient été réfutés. Ils sont devenus économiquement non pertinents à cause d'un système fondé sur des achats répétés. La trace documentaire le prouve. Le Comité britannique de l'électroculture, créé au sein du ministère de l'Agriculture en 1918, a passé près de 2 décennies à collecter des données sur le terrain. Leur rapport documentait des augmentations significatives de rendement provenant de méthodes électriques. Des physiciens, des biologistes, des ingénieurs électriciens et des lauréats du prix Nobel ont siégé au sein du comité. Leur qualification était irréprochable. Puis, en 1936, l'année même où les engrais industriels ont déferlé sur l'Europe, chaque rapport a été marqué comme non destiné à la publication et scellé dans les archives gouvernementales. Passons maintenant à la partie pratique, celle où vous arrêtez d'observer et commencez à construire. Je vais vous donner 3 méthodes, de la plus simple à la plus avancée. Chacune fonctionne séparément. Ensemble, elles créent quelque chose qu'aucune d'elles ne peut accomplir seule. Méthode 1. Un lit avec du bois enterré. Cherchez des bûches et des baies mortes, des branches ou du bois non traité. Creusez une tranchée d'environ 60 cm de profondeur. Placez les plus grosses bûches au fond. Empilez les branches plus petites par-dessus. Ajoutez une couche de feuilles, de tonte de gazon ou de restes de cuisine pour l'azote. Recouvrez d'au moins 15 cm de terre et plantez directement à l'intérieur. Arrosez bien la première saison. Le bois se chargera ensuite de l'arrosage pour vous. Méthode 2. Une couche de charbon de bois. Prenez du charbon de bois de feuillus propres, pas celui imbibé d'allume-feu que l'on trouve en quincaillerie, et broyez-le à la taille de gravier. Avant d'enterrer tout biochar, vous devez le charger. Le charbon frais est chimiquement affamé. Sa surface massive absorbe initialement les nutriments du sol environnant, privant temporairement la plante de nourriture. Faites tremper le charbon broyé dans du thé de compost, du lombricompost, de l'émulsion de poisson diluée ou de l'urine diluée. Un volume d'urine pour 10 volumes d'eau, pendant un minimum de 48 heures. Méthode 3. Une pile de terre cuivre-zinc. Prenez un morceau de tuyau en cuivre de 15 cm et un clou galvanisé. Une paire par plante est la limite. Plus ne signifie pas mieux. Trop de zinc s'accumulera dans le sol et stressera les plantes. Et trop de cuivre peut nuire aux vers de terre et aux microbes bénéfiques. Insérez un clou en cuivre dans le sol d'un côté de la plante et un clou en zinc de l'autre, à une distance de 20 à 30 cm et à 15 cm de profondeur. L'humidité ferme le circuit galvanique.
Le multimètre devrait indiquer entre 0,8 et 1,1 volts. Le courant mobilise les nutriments enfermés dans les liaisons chimiques par le processus d'électrolyse. Les racines poussent vers le cuivre par électrotropisme. Le zinc se corrode lentement et libère des ions de zinc dont les plantes ont besoin pour produire des auxines, la principale hormone de croissance. Sans zinc, les plantes ne peuvent pas synthétiser le tryptophane, l'acide aminé au cœur de la synthèse des auxines. Le zinc n'est pas gaspillé. Il est consommé par la biologie même qu'il nourrit. Lorsque le clou en zinc est visiblement rouillé et que la tension descend en dessous d'un demi-volt, remplacez-le par un œuf. Suivez vos résultats. C'est ce qui distingue l'expérimentation du vœu pieux. Achetez un réfractomètre bon marché et effectuez des relevés Brix sur les feuilles à des plantes toutes les 2 semaines. Le Brix mesure les sucres et les solides dissous, un indicateur direct de la santé des plantes et de la densité nutritionnelle. Maintenant, combinez-les. C'est la partie que personne d'autre ne vous montre. Il s'agit d'un système à 3 couches. Pensez-y comme à la construction d'une machine vivante souterraine. Couche 1. La fondation. Creusez une tranchée de 60 cm de profondeur. Placez vos plus grosses bûches et branches au fond, provenant du même bois dur brut dont nous avons parlé plus tôt. Tassez de petits bâtons et des copeaux de bois dans les interstices. C'est à la fois votre réservoir d'eau, votre moteur thermique et votre pile à combustible microbienne. Couche 2. La zone de charbon. Par-dessus le bois, étalez une épaisse couche de biochar, chargée mélangée à du compost sur 10 à 15 cm de profondeur. C'est votre aimant à nutriments, votre conducteur électrique et votre habitat microbien permanent. Le charbon ne se décomposera pas. Il survivra au bois, au cuivre et probablement à la clôture qui entoure votre propriété. Couche 3. La zone racinaire. Recouvrez la couche de charbon de 15 à 20 cm de votre meilleure terre de jardin. C'est ici que vous plantez. Insérez un tuyau en cuivre d'un côté de la zone racinaire et un clou en zinc galvanisé de l'autre, à 20 à 30 cm de distance. Le sol enrichi en biochar entre les deux est un électrolyte supérieur par rapport à un sol ordinaire. Plus d'ions, une meilleure conductivité, moins de résistance. La réaction galvanique est plus forte et dure plus longtemps. Il y a une vision d'ensemble. Lorsque vous enterrez du charbon, vous emprisonnez le carbone dans le sol pour des siècles. Les arbres qui sont devenus ce charbon ont extrait le dioxyde de carbone de l'atmosphère par photosynthèse. La pyrolyse le transforme en une forme si stable qu'elle résiste à la décomposition pendant des milliers d'années. Chaque poignée de biochar que vous enterrez est du carbone atmosphérique retiré à jamais et stocké sous terre. Les anciens Amazoniens ne se contentaient pas de nourrir leur famille. Ils géraient le plus ancien programme de capture du carbone sur Terre, et cela fonctionnait. La preuve est toujours dans le sol. Les parcelles de Terra Preta en Amazonie n'ont pas seulement survécu pendant 2000 ans, elles se sont agrandies. Les scientifiques confirment que le biochar crée un environnement si favorable aux micro-organismes que la communauté microbienne attire constamment de nouvelles matières organiques dans la matrice du sol. Les feuilles fraîches tombent, les microbes les colonisent, les décomposent et incorporent le carbone dans la structure existante du biochar. Le sol se construit lui-même. Il devient plus fertile chaque année, sans intervention humaine. C'est l'opposé de tout système agricole utilisé aujourd'hui, où chaque récolte épuise la terre et nécessite un nouvel achat. Lorsque vous ajoutez du bois enfoui sous le charbon, vous nourrissez le système par le bas, tandis que la nature le nourrit par le haut. L'énergie infinie n'est pas une expression marketing. C'est une description de ce que fait le sol lorsque vous lui donnez les bons matériaux et que vous ne le perturbez pas ensuite. L'expérience coûte moins de $10 au total. Une bûche enterrée est gratuite.
Le charbon coûte quelques centimes. Le cuivre et le zinc sont de la ferraille provenant d'une quincaillerie. La science est documentée depuis près de 2 siècles. Les preuves s'accumulent en Amazonie depuis 2 millénaires. La seule variable restante, c'est vous. L'industrie des engrais pèse plus de 200 milliards de dollars par an. Le marché des pesticides ajoute 60 milliards supplémentaires. Les deux dépendent de votre retour chaque saison, le portefeuille ouvert. Une installation qui se nourrit elle-même, s'arrose elle-même, se chauffe elle-même, génère sa propre électricité et se renforce chaque année. La raison pour laquelle ce n'est pas enseigné dans tous les programmes agricoles du monde n'est pas parce que cela ne fonctionne pas. L'idée est que cela fonctionne trop bien et trop systématiquement pour un système économique fondé sur l'épuisement annuel et les achats répétés. Le charbon que les anciens Amazoniens ont enterré avant l'Empire romain était toujours dans le sol, produisant encore de la nourriture sans engrais ni entretien. Les buttes de culture en hugelculture, construites il y a une décennie, sont toujours humides et fertiles sans irrigation. La batterie de terre de Bain produit toujours de la tension. La bobine de Stubblefield génère toujours du courant. La physique, la chimie et la biologie n'ont jamais changé. Les brevets sont dans les archives. Le sol est toujours là. La seule chose qui a changé, c'est qui contrôlait le débat sur la manière dont la nourriture doit être cultivée. Si cela a changé votre vision de ce qu'une poignée de terre peut faire, envoyez ceci à quelqu'un qui fait pousser des plantes. La meilleure façon d'exhumer une science oubliée est de la planter dans chaque jardin.